Chaque matin, à l'aube, le hangar 7 s'éclaire sur la base aérienne de Redstone. La lieutenant-colonel Karen Doyle, 58 ans, y passe depuis des mois des heures silencieuses. Rigoureuse, discrète, jamais elle ne laisse transparaître une plainte. Autour d'elle, les jeunes pilotes la surnomment Relique, persuadés qu'elle n'est plus faite pour voler. On l'écarte des missions, on l'efface des listes. Pourtant, Karen porte un passé qu'aucun rapport officiel n'a pu réduire. 40 ans de service, des guerres traversées et une maîtrise du ciel qu'aucune jeunesse n'a encore égalée. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine histoire. L'aube n'avait pas encore percé totalement l'horizon du désert du Nevada quand la lieutenant-colonel Karen Doyle franchit le tarmac de la base aérienne de Redstone. Le vent chaud portait encore l'odeur d'huile et de kérosène, familière à quiconque avait passé sa vie dans l'aviation militaire. Son pas restait ferme malgré ses 58 ans et ses yeux d'acier se posèrent sur l'appareil qu'elle préparait depuis des semaines. Un F-16 Block 50 parfaitement entretenu, assigné à l'exercice Iron Down. Elle portait son casque sous le bras, sa combinaison ajustée avec une précision presque cérémonielle. Chaque geste traduisait la discipline d'une carrière commencée bien avant que les jeunes pilotes de la base ne soient même nés. Elle avait étudié le plan de vol ligne par ligne, mémorisé les fréquences de communication, révisé les protocoles d'urgence comme si sa vie en dépendait, parce qu'elle savait que, dans les airs, elle en dépendait toujours. À ses côtés, le mécanicien de piste lui adressa un bref signe de tête respectueux. Parmi ceux qui avaient vu Karen voler, personne ne doutait de sa maîtrise. Mais ce respect silencieux n'était pas partagé par tous. Avant qu'elle n'atteigne l'échelle menant au cockpit, une silhouette se plaça brutalement devant elle. Le colonel Mark Reynolds, directeur des opérations de l'exercice, la bloquait d'un bras tendu. Sa voix, sèche et tranchante, résonna sur le tarmac encore plongé dans la pénombre. « Lieutenant-colonel Doyle, vous n'êtes pas autorisé à monter dans cet appareil. » Karen se figea, la main toujours posée sur son casque. Un souffle de silence passa autour d'eux. Derrière Reynolds, 3 jeunes capitaines observèrent la scène, leurs sourires étouffés se mêlant à la vapeur de leur tasse de café. Leurs regards portaient cette lueur qu'elle connaissait trop bien, l'amusement cruel de ceux qui se croient déjà la relève, et qui voient dans chaque ride de son visage la preuve qu'elle n'a plus sa place ici. « Raison ?» demanda-t-elle d'une voix égale. Reynolds n'hésita pas une seconde. « Vous avez 58 ans, Doyle. L'âge officiel de la retraite approche et vous le savez. Iron Down n'est pas un exercice académique, c'est une simulation de guerre totale. Il exige endurance, réflexe, résistance aux forces G. Je ne prendrai pas le risque d'avoir un pilote qui s'effondre dans son cockpit. » Chaque mot tomba comme une gifle. Elle avait encaissé des tirs réels en Afghanistan, survécu à des atterrissages d'urgence sous la mitraille, ramené vivant des équipages qu'on croyait perdus. Mais pour Reynolds, tout cela ne comptait plus. Son âge, réduit à un chiffre, annulait d'un trait 4 décennies de service. Les 3 jeunes derrière lui échangèrent des ricanements étouffés. L'un d'eux lâcha à voix basse, croyant qu'elle ne l'entendrait pas. « Relique !» Karen ne broncha pas. Son visage resta impassible, mais ses poings se crispèrent imperceptiblement autour du casque. Elle aurait pu rappeler son palmarès. Plus de 3800 heures de vol, 17 missions de combat, 2 décorations pour bravoure exceptionnelle. Elle aurait pu crier qu'à leur âge, elle guidait déjà des escadrons en territoire ennemi. Mais l'expérience lui avait appris que les batailles les plus insidieuses ne se gagnaient pas avec des statistiques. Elles se gagnaient en silence, par des preuves, par l'action. « Mon appareil est prêt », répliqua-t-elle enfin. « Réservoir plein. Système vérifié, aucun signe de défaillance. Si je ne vole pas, qui prend ma place ?» Reynolds soutint son regard sans faiblir. « Capitaine Harris sera aux commandes. Il a 32 ans, une santé parfaite et l'avenir devant lui. C'est ce genre de profil que nous voulons tester aujourd'hui, pas le vôtre. » Derrière lui, Harris esquissa un sourire de victoire prématuré. Karen détourna à peine les yeux vers l'homme qui allait occuper sa place. Il n'avait pas volé plus de 600 heures. Ses manœuvres étaient encore hésitantes, ses réflexes parfois brouillons. Elle le savait, comme elle savait que l'exercice allait pousser les pilotes bien au-delà du confort des manuels. Mais elle ne dit rien.
Les turbines de plusieurs appareils rugissaient déjà au loin. Le jour se levait, teignant le ciel de reflets rouges et or, comme une métaphore cruelle. Son heure semblait passée, balayée par la jeunesse arrogante qui la remplaçait. Elle inspira profondément, contenue. Reynolds fit un pas de côté, désignant la sortie du tarmac. « Vous êtes relevé de cette mission, lieutenant-colonel. Ordre formel. » Karen ne discuta pas. Elle rangea son casque sous le bras et recula d'un pas mesuré. Son corps tout entier criait l'envie de protester, mais elle se força au silence. Dans cette armée, la désobéissance ne menait qu'à une sanction immédiate. Elle regarda une dernière fois le F-16, son F-16, que l'on confiait à un pilote qui n'avait pas encore prouvé sa valeur. Puis, elle tourna les talons, traversa le tarmac sous les regards lourds de jugement et disparut dans l'ombre des hangars. À cet instant, elle comprit que le combat qui l'attendait ne se jouerait pas seulement dans le ciel. Il se jouerait ici, sur cette base, contre des préjugés plus implacables que n'importe quel ennemi. Et pourtant, au fond d'elle, une certitude brûlait déjà. Tôt ou tard, on aurait besoin d'elle. Et ce jour-là, elle serait prête. Dans les jours qui suivirent, la vie sur la base de Redstone reprit son rythme implacable. Décollage à l'aube, vrombissement des turbines jusque tard dans la nuit, briefing interminable où se jouaient des carrières. Mais pour la lieutenant-colonel Karen Doyle, le temps semblait s'être figé. Sa présence autrefois respectée glissait désormais en marge, comme si on l'avait reléguée à une fonction décorative. Elle avait intégré l'US Air Force à 18 ans. C'était en 1985, dans un monde encore réticent à voir des femmes dans le cockpit d'un chasseur supersonique. Elle avait traversé les décennies, une à une, gravissant les échelons, avec une ténacité que rien n'avait pu briser. Irak, Afghanistan, opérations secrètes dont elle ne pouvait parler à personne. Son carnet de missions témoignait d'une existence passée aux confins du danger. Pourtant, sur la base, ce passé s'était peu à peu transformé en fardeau. Au début, on lui avait confié des vols de routine. Surveillance des frontières, disait-il. Des circuits réguliers au-dessus de déserts vides, mission nécessaire mais sans éclat. Puis, insensiblement, on l'avait déplacée vers les bureaux. D'abord comme instructrice, rôle qu'elle avait accepté avec humilité, former la nouvelle génération, transmettre son savoir. Mais bientôt, même cette mission fut édulcorée. Les plannings de vol oubliaient son nom. Les exercices majeurs se déroulaient sans elle. Dans les couloirs, les blagues circulaient. Doyle devrait donner des conférences, pas piloter. Le plus amer restait l'hypocrisie. Officiellement, on louait son expérience. Dans les cérémonies, on rappelait ses décorations, ses exploits d'antan. On la montrait comme un exemple, une figure historique. Mais dès que les projecteurs s'éteignaient, les mêmes voix chuchotaient qu'elle était trop vieille, que sa place était derrière un bureau, pas dans un cockpit. Elle se souvenait d'une scène, 3 mois plus tôt. Un jeune capitaine, 26 ans à peine, venait d'échouer à un exercice de simulation de combat aérien. Karen l'avait félicité pour son courage, tout en soulignant calmement ses erreurs. Virage trop large, anticipation insuffisante des menaces radars. Le garçon avait rougi, puis avait lâché, devant tout le groupe, avec tout le respect, ma'am. Vos techniques datent de la guerre froide. Le silence qui avait suivi pesait encore dans son esprit. Personne n'avait pris sa défense. Au contraire, quelques rires avaient fusé, étouffés, mais cruels. Elle avait encaissé. Comme toujours. Dans sa chambre spartiate de la base, chaque soir, elle observait les photos encadrées sur le mur. Son premier déploiement en Irak, à 23 ans. Son escadron en Afghanistan, 13 hommes et femmes, dont la moitié n'avaient même pas survécu. Son visage jeune, marqué par la poussière du désert, mais illuminé par un sourire de victoire. Aujourd'hui, ses traits portaient les cicatrices du temps, mais derrière chaque ride se cachait une histoire que les jeunes ignoraient. Le pire n'était pas l'oubli, ni même la mise à l'écart. Le pire, c'était le regard condescendant de ceux qu'elle aurait pu former. Chaque briefing devenait un champ de bataille invisible. Elle proposait une analyse tactique. On l'écoutait poliment, puis on passait à un autre sujet. Elle soulevait un doute sur une manœuvre risquée. Un supérieur la remerciait d'un ton mielleux avant de valider quand même le plan. Peu à peu, sa voix s'effaçait. Et pourtant, Karen refusait de disparaître. Chaque matin, elle continuait ses rituels. Elle s'entraînait dans le simulateur, seule, des heures entières, jusqu'à connaître par cœur les couloirs aériens, les scénarios d'urgence, les réactions de chaque système.
Elle courait sur la piste avant le lever du soleil, ses muscles endoloris, mais disciplinés, refusant de céder aux douleurs de l'âge. Elle relisait les manuels de vol, comparait les nouvelles procédures aux anciennes, notait les évolutions. Là où les jeunes se fiaient aux ordinateurs, elle savait encore calculer mentalement des trajectoires en quelques secondes, là où eux dépendaient des alertes électroniques. Elle reconnaissait un missile rien qu'à la vibration de l'air. Elle n'en voulait pas à ces jeunes pilotes. Au fond, elle voyait dans leur moquerie la peur qu'ils refusaient d'avouer, peur de découvrir qu'ils n'avaient pas encore la moitié de sa maîtrise. La hiérarchie, elle, n'avait aucune excuse, elle savait. Et pourtant, elle avait choisi de l'écarter. Les soirs de solitude, Karen se surprenait à penser à la retraite. Un mot qu'elle avait toujours rejeté. Que ferait-elle sans le ciel, sans le rugissement des réacteurs, sans cette sensation unique quand l'avion quitte le sol ? Elle imaginait sa maison vide, ses journées rythmées par l'ennui. Non, elle ne pouvait pas accepter ça. Pas encore. Un matin, alors qu'elle passait devant un hangar, elle surprit une conversation entre deux lieutenants. Doyle ? C'est une légende, ouais, mais franchement, tu voudrais voler à côté d'elle dans un combat réel. À 58 ans, non merci, je préfère un rookie nerveux qu'une grand-mère fatiguée. Elle ne dit rien, continua son chemin, le dos droit, mais dans sa poitrine la colère vibrait comme une turbine sous pression, car elle savait une chose, les guerres ne préviennent pas. Et le jour où la base se retrouverait plongée dans le chaos, ce ne serait pas leurs blagues ou leurs statistiques qui sauveraient les équipages, ce serait l'expérience, la sienne. Le nom seul avait suffi à électriser la base entière, Iron Dawn, un exercice national annoncé depuis des mois comme le test le plus ambitieux de la décennie. Les briefings s'étaient succédés à un rythme effréné. Les cartes s'étalaient sur les tables de commandement et chaque escadron avait révisé ses procédures comme s'il s'agissait d'un véritable déploiement en zone de guerre. Iron Dawn n'était pas un simple entraînement. C'était une simulation de guerre totale. Intrusion ennemie sur le territoire américain, infrastructures critiques menacées, unités au sol isolées et demandant un appui aérien. L'objectif officiel, tester la coordination interarmes, pousser les appareils et leurs équipages au-delà des limites prévues par les manuels. Karen Doyle connaissait bien ce genre de scénario. Dans les années 1990 déjà, elle avait volé lors d'exercices de grande ampleur, où l'armée cherchait à anticiper les guerres futures. Mais cette fois, quelque chose sonnait différemment. Le colonel Reynolds parlait de l'opération avec un mélange d'excitation et d'orgueil mal contenu. « Iron Dawn sera la vitrine de notre force aérienne », déclarait-il devant les officiers. « Nous devons montrer que chaque unité, chaque pilote peut affronter l'imprévisible. » La imprévisible, Karen le connaissait mieux que quiconque. Elle avait vu les plans les plus parfaits s'effondrer à la première balle tirée. Elle savait que dans le chaos d'un conflit, la vraie différence se jouait sur les réflexes, la mémoire, l'expérience. Mais lorsqu'elle osa le rappeler lors d'un briefing, sa voix fut noyée par le bavardage des plus jeunes. Reynolds la remercia d'un signe de tête vague avant de donner la parole à un capitaine de 30 ans qui débitait un plan standardisé comme une récitation d'école. La préparation dura des semaines. Les hangars bourdonnaient de mécaniciens, les pistes vibraient sous les essais moteurs. Les simulateurs tournaient jour et nuit. L'atmosphère de la base changea. Chaque pilote avait conscience que cet exercice pouvait peser lourd dans un dossier de carrière. Une bonne performance, et c'était une promotion accélérée. Un échec, et l'avenir se bloquait. Pour Karen, la perspective était différente. Elle n'attendait plus d'avancement. On l'avait déjà placée sur la voie de garage. Pourtant, elle ne parvenait pas à s'en détacher. Elle passait des heures dans son bureau à étudier les cartes topographiques, notant les couloirs aériens, les zones d'ombre radar, les points de repli possibles. Elle savait que ce travail ne lui serait probablement jamais demandé, mais elle continuait, par discipline, par habitude, par refus de laisser son esprit s'atrophier. Le scénario d'Iron Dawn prévoyait une série de complications successives. Communication brouillée, système GPS perturbé, attaque simulée de missiles solaires, incursion ennemie sur plusieurs fronts. Chaque escadron devait réagir en temps réel, improviser sous pression. Un exercice conçu pour semer le doute et la confusion. La veille du lancement, une réunion générale rassembla tout le personnel navigant. Dans la salle d'instruction, les chaises alignées accueillaient une centaine de pilotes. Sur l'estrade, Reynolds déploya sa carte numérique.
Derrière lui, les écrans affichaient des images satellites, des schémas de trajectoire, des graphiques codés en rouge et bleu. « Demain, à 0500, annonça-t-il, Iron Dawn commence. Attendez-vous à l'inattendu, vous serez testé comme vous ne l'avez jamais été. » Un murmure parcourut la salle. Certains affichaient une confiance bravache, d'autres une nervosité mal dissimulée. Karen, assise au fond, observait en silence. Elle reconnaissait ce mélange, l'excitation des novices avant leur première mission sérieuse. Elle aurait voulu leur dire que rien, aucun manuel, ni aucun simulateur ne prépare vraiment au chaos. Mais elle resta muette. On ne l'écoutait plus. Après la réunion, elle s'attarda dans le hangar, seule face à son ancien appareil. Le F-16 qui devait lui être attribué brillait sous la lumière artificielle, chaque panneau soigneusement vérifié, chaque boulon contrôlé. Elle passa la main sur le fuselage comme on caresse un vieil ami. C'était plus qu'une machine, c'était une extension de son corps, un compagnon de combat. Mais le lendemain, ce ne serait pas elle qui s'installerait dans le cockpit. Elle observa le jeune capitaine Harris, choisi pour la remplacer. Il plaisantait avec ses camarades, lançant des blagues comme pour masquer sa nervosité. Karen, à distance, nota ses gestes, trop rapides, trop sûrs d'eux. Des gestes de pilote encore en apprentissage, qui ne mesurent pas encore le poids d'un vrai danger. Cette nuit-là, dans sa chambre, elle dormit à peine. Elle réécouta mentalement les procédures, imagina les scénarios d'urgence. Son esprit refusait de se mettre au repos, comme si son corps tout entier anticipait une tempête. À 0300, elle se leva, enfila sa combinaison et sortit dans l'air froid du désert. Le ciel était d'un noir pur, constellé d'étoiles, silencieux. Au loin, les premiers moteurs s'allumaient déjà. L'exercice n'avait pas encore commencé, mais la base vivait comme en état de guerre. Sirènes, haut-parleurs, silhouettes pressées courant vers les hangars. Iron Dawn, cette simulation, régnait déjà sur chaque fibre de l'air. Karen se tenait à l'écart, observant cette agitation. Une partie d'elle bouillonnait d'amertume, une autre, plus profonde, pressentait une vérité sombre. Les exercices les plus réalistes ont parfois la fâcheuse habitude de tourner à la tragédie. Et dans ce pressentiment, elle savait une chose. Si le chaos frappait, on regretterait de l'avoir laissé au sol. Le matin d'Iron Dawn commença comme prévu. À 0500, les premiers appareils s'élancèrent dans le ciel du Nevada, traçant des sillons lumineux au-dessus du désert encore plongé dans l'obscurité. Les fréquences radio crépitaient d'ordres, de rapports, de confirmations de trajectoire. Les turbines hurlaient, l'air vibrait d'une énergie contenue. Tout semblait sous contrôle. Karen Doyle observait la scène depuis le hangar 7, casque encore à la main, condamnée à rester spectatrice. Ses yeux suivaient chaque décollage avec la précision d'une vétérane. Elle reconnaissait les erreurs invisibles aux non-initiés, un angle de montée trop raide, une transition trop lente, une communication radio manquant de clarté, des détails qui, dans un vrai combat, pouvaient coûter une vie. À 0h37, le premier imprévu survint. Une série d'explosions retentit sur la piste secondaire nord, déclenchant une colonne de flammes visible à plusieurs kilomètres. Officiellement, c'était prévu, des charges pyrotechniques destinées à simuler une attaque ennemie. Mais l'intensité dépassait de loin ce qui avait été annoncé. Le feu se propagea au hangar adjacent, où plusieurs appareils en maintenance se trouvaient encore. Des sirènes réelles hurlèrent, couvrant les messages radio. Contrôle, ici Falcon 2. Vision sur un incendie non maîtrisé. Répétez, Falcon 2, est-ce simulation ou réel ? La confusion gagna immédiatement les ondes. Personne ne savait plus ce qui relevait du scénario ou d'une véritable urgence. Les équipes au sol couraient en tous sens, certaines avec des extincteurs dérisoires face à l'ampleur des flammes. Puis, à 0h45, une nouvelle alerte tomba. Viper 6, un F-16 piloté par un jeune lieutenant, signala une panne brutale de ses systèmes de navigation. L'appareil vira hors de sa trajectoire prévue, frôlant une collision avec son ailier avant de disparaître du radar secondaire. Officiellement, les brouillages faisaient partie du plan. Mais la voix paniquée du pilote ne laissait aucun doute. Il ne simulait pas. Contrôle. Ici Viper 6, je perds mes instruments. Je n'ai plus de visuel. Quelques secondes plus tard, un grondement sourd résonna au loin. Un panache de fumée monta derrière les collines. Silence radio. Viper 6 ne répondait plus. Dans la salle de commandement,
l'atmosphère bascula de l'excitation à la stupeur glacée. Reynolds, blême, fixait les écrans. Il répétait mécaniquement que tout était sous contrôle, que l'exercice suivait son cours. Mais chacun savait déjà que quelque chose avait échappé au calcul. À 0 sous erreur 2, un troisième incident éclata. 2 appareils, engagés dans une simulation d'attaque au sol, signalèrent simultanément une perte hydraulique. L'un d'eux réussit un atterrissage d'urgence dans le désert. L'autre n'eut pas cette chance. Il s'écrasa en bordure d'une vallée, déclenchant un incendie massif. Les balises de détresse se mirent à hurler. Là encore, ce n'était plus du tout un jeu. Karen, restée au hangar, serra les poings. Elle entendait les communications filtrer sur les haut-parleurs de maintenance. Ses instincts prenaient le dessus, analysant chaque message, anticipant les conséquences. Elle savait que les jeunes pilotes, déjà sous pression, perdaient leurs repères. Leurs voix, saturées de stress, témoignaient de la panique qui s'installait. « Ici Hawk 3. Nous subissons des tirs simulés depuis le secteur 14, mais nous avons des blessés réels au sol. » Répétez. « Blessés réels confirmés ?» Affirmatif. Un mécanicien piégé dans le hangar en flammes, plusieurs soldats touchés par l'explosion initiale. Iron Dawn venait de franchir une frontière invisible. Ce qui devait être une démonstration de force s'était transformé en désastre incontrôlé. Le mélange de scénarios fictifs et d'accidents réels rendait la situation illisible. Les officiers de commandement hésitaient à donner des ordres. Chaque décision risquait d'aggraver le chaos. À 0h15, une décision fatale fut prise. Maintenir l'exercice autant que possible pour tester la capacité des unités à gérer une crise multiple. Une absurdité qui allait précipiter l'escalade. Car quelques minutes plus tard, une série de tirs pyrotechniques mal calibrés toucha directement le tarmac principal. 3 appareils en roulage furent immobilisés. L'un prit feu. Les pilotes purent s'extraire de justesse, mais leurs cris dans les radios glacèrent le sang. Ici, Falcon Leader, nous perdons le contrôle de la zone. Répétons, nous perdons le contrôle. Karen sentit son cœur se serrer. Elle avait connu ce ton, autrefois, sur des théâtres de guerre bien réels. C'était la voix de soldats qui comprenaient que leur survie ne dépendait plus de la procédure, mais du hasard et de l'instinct. À 06h30, la base entière bascula dans un chaos absolu. Les flammes léchaient 2 hangars, plusieurs blessés gisaient sans évacuation, et les jeunes pilotes restants tournaient au-dessus du désert sans directive claire. Les communications, saturées, mélangeaient les cris, les ordres contradictoires et le grésillement des brouilleurs. Reynolds, figé devant ses écrans, répétait que tout était sous contrôle. Mais son regard trahissait la peur. Karen, elle, savait déjà. Le désastre n'avait pas atteint son sommet. Ce n'était que le début. Et dans son silence tendu, une pensée revenait comme un écho implacable. Si j'avais été là-haut, cela ne se passerait pas ainsi. La salle de commandement de Redstone ressemblait à une fourmilière frappée par un séisme. Les écrans, saturés de signaux contradictoires, affichaient en rouge les zones sinistrées, hangars en feu, appareils abattus, communications brouillées. Les officiers de quart parlaient tous en même temps, leurs voix chevauchant les alarmes incessantes. Chaque seconde qui passait alourdissait la certitude qu'Iron Dawn n'était plus un exercice, mais une catastrophe en temps réel. Le colonel Reynolds, au centre de la pièce, essayait de garder contenance. Ses yeux suivaient frénétiquement les radars, ses mains tremblaient légèrement. À bec et haute voix, il répétait des ordres qu'il n'avait pas le courage d'assumer. Maintenir la mission, stabiliser la situation, envoyer Falcon 2 en appui sur le secteur sud. Mais Falcon 2, justement, signalait déjà une panne de moteur. Falcon 3 demandait un ravitaillement d'urgence. Et Falcon Leader, la voix brisée, réclamait une évacuation médicale immédiate pour un équipage blessé au sol. Les officiers juniors, débordés, notaient tout sans plus savoir quoi prioriser. À l'écart, un capitaine à la voix tendue osa enfin « Colonel, on n'a plus assez de pilotes expérimentés disponibles. La moitié des jeunes sont perdus, désorientés ou hors course. On doit rappeler Doyle. » Le nom claqua dans l'air comme une détonation. Plusieurs regards se tournèrent instinctivement vers Reynolds, cherchant sa réaction. Son visage se durcit aussitôt. « Doyle est trop vieille, » lâcha-t-il sèchement. « Elle n'a pas l'endurance nécessaire pour supporter cette charge. » « Avec tout le respect, reprit le capitaine, elle a déjà volé en Irak dans des conditions bien pires que ça.
Elle sait gérer le brouillage, les pannes multiples, les terrains hostiles. On ne peut pas ignorer, Reynolds leva la main, tranchant comme une lame. Assez. Ce n'est pas une option. Le silence qui suivit pesait comme du plomb. Chacun savait que les pilotes encore valides manquaient cruellement d'expérience. La majorité n'avait jamais été confrontée à autre chose qu'à des simulations contrôlées. Mais personne n'osa contredire ouvertement l'autorité du colonel. Dans le hangar 7, Karen Doyle écoutait d'une oreille tendue les communications qui filtraient Parsons par les radios de maintenance. Elle n'avait pas besoin d'images pour comprendre, les voix suffisaient. Elle reconnaissait les accents de la panique, les hésitations des jeunes officiers qui perdaient pied. Chaque appel de détresse lui serrait la poitrine comme une lame glacée. Elle entendit distinctement la voix de Harris, le jeune capitaine qui avait pris sa place. « Ici Viper Leader, demande assistance immédiate. Nous sommes sous attaque simulée, mais nous avons 2 blessés réels au sol. Je répète, 2 blessés réels. » Son ton trahissait un mélange de peur et d'inexpérience. Karen ferma les yeux. Elle se revit 20 ans plus tôt, guidant un escadron entier à travers un ciel saturé de missiles réels. Elle savait exactement quoi faire. Mais aujourd'hui, on l'avait condamnée au silence. Quelques minutes plus tard, une conversation filtrée par les haut-parleurs atteignit son oreille comme un coup de massue. « Contrôle. Ici Hawk 4. On ne peut pas tenir plus longtemps. Où sont les renforts? Tenez votre position. Hawk 4. Appui en cours de préparation. » En cours de préparation, nous allons perdre les blessés. Karen sentit une colère froide monter en elle. Appui en cours de préparation. Traduction, personne n'était prêt. On improvisait, on gagnait du temps, on laissait les secondes filer pendant que des hommes et des femmes se vidèrent de leur sang. Elle serra son casque entre ses doigts, si fort que le plastique craqua. Elle aurait pu, à cet instant précis, entrer dans la salle de commandement et exiger d'être envoyée en mission. Mais elle connaissait la réponse. Reynolds lui opposerait encore ses discours sur son âge, son soi-disant manque d'endurance, son inaptitude à supporter les forces G. Elle n'obtiendrait rien qu'une humiliation publique. Et pourtant, même sans les écrans, elle voyait le tableau mieux que quiconque. Un escadron décimé. Des appareils hors service, des pilotes paniqués, proches de l'effondrement. Une chaîne de commandement paralysée par l'orgueil et la peur de reconnaître son erreur. Dans la salle de commandement, la discussion reprit entre les officiers. Un major, visiblement à bout, se risqua à nouveau. « Colonel, si nous n'envoyons pas Doyle, nous allons perdre tout le secteur Est. Les blessés n'ont plus beaucoup de temps. » Reynolds pivota vers lui, ses yeux lançant des éclairs. « J'ai dit non. Elle n'est pas apte. Et je ne discuterai pas davantage. » La phrase tomba comme un verdict. Les voix se turent. Le chaos continuait de gronder dans les radios, mais à l'intérieur de la salle, on n'entendait plus que le bourdonnement des écrans. Karen, toujours seule dans son hangar, inspira profondément. Elle savait désormais que l'appel qu'elle attendait ne viendrait jamais. On ne l'appellerait pas. On ne lui tendrait pas la main. On préférait voir des hommes mourir plutôt que de reconnaître que la vieille était encore la meilleure pilote de la base. Et cette certitude, aussi amère qu'implacable, alluma en elle une résolution silencieuse. Si personne ne voulait la rappeler, alors elle se rappellerait elle-même. Le vacarme des sirènes résonnait jusque dans le hangar 7, où Karen Doyle arpentait le sol comme une lionne en cage. Chaque minute qui s'écoulait, chaque appel de détresse entendu dans les radios de maintenance ajoutait du poids à la certitude qui l'écrasait. Si elle ne faisait rien, des vies en Hadi qui seraient perdues inutilement. Elle s'arrêta devant son ancien appareil, le F-16 Block 50, qu'elle connaissait comme la paume de sa main. L'avion était cloué au sol, sous prétexte de panne technique. Une directive signée de Reynolds, une manière subtile de s'assurer qu'elle n'aurait aucune chance de voler. Mais Karen, après 40 ans dans l'aviation, n'était pas dupe. Elle fit le tour du fuselage d'un pas lent, caressant du bout des doigts les rivets métalliques. Les panneaux latéraux étaient bien fixés, les entrées d'air impeccablement propres, le train d'atterrissage parfaitement opérationnel. La soi-disant panne n'était rien d'autre qu'un mensonge administratif. Un bruit de pas résonna derrière elle. Elle se retourna et aperçut le sergent mécanicien Tom Jacobs. La cinquantaine, les traits marqués par une longue carrière passée à huiler, réparer et sauver des machines en souffrance. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, hésitant, puis lança d'une voix basse. « Je savais que vous seriez là, ma'am. » Karen ne répondit pas.
Son regard parlait pour elle, rivé sur l'appareil. « Ils veulent vous enterrer vivante, » continua Jacobs, comme s'il crachait une vérité qu'il ne supportait plus de garder pour lui. « Mais vous et moi, on sait que cet oiseau est prêt à décoller. » Il marqua une pause, ses yeux cherchant les siens. « Dites un mot, et je le rends opérationnel en 10 minutes. » Karen inspira profondément. Elle sentait son cœur battre plus vite. Le dilemme s'imposait à elle, brutal, implacable. Obéir aux ordres, rester spectatrice d'un désastre, ou désobéir, prendre les commandes et risquer sa carrière, sa liberté, peut-être même sa vie. Dans ses écouteurs de maintenance, les voix paniquées des pilotes tournaient en boucle. « Ici Hawk 3, nous sommes à court de munitions, on ne tiendra pas sans appui. Falcon 5 en feu, je perds le contrôle, je vais devoir m'éjecter. » Chaque appel résonnait comme un coup de marteau dans sa poitrine. Elle voyait mentalement les trajectoires, les positions, les solutions. Tout en elle criait qu'elle pouvait intervenir, qu'elle devait intervenir. « Si je monte là-dedans, dit-elle enfin à Jacobs, vous serez compromis. Reynolds fera tout pour vous briser. » Le sergent haussa les épaules, un demi-sourire amer aux lèvres. « Ma'am, j'ai passé ma vie à réparer ces avions pour qu'ils puissent sauver des gens. Si je reste là à regarder la base brûler, c'est comme si j'avais trahi tout ce que j'ai fait. Alors je prends le risque. » Un silence lourd tomba entre eux. Puis Karen hocha la tête. « Faites-le. » Jacobs ne perdit pas une seconde. Il ouvrit les panneaux, vérifia les câbles, réactiva les systèmes coupés intentionnellement. Le bruit familier des circuits électriques emplissant le cockpit résonna dans le hangar comme une promesse. Karen enfila son casque, ajusta ses gants, chaque geste précis, méthodique, empreint d'une détermination glaciale. Alors qu'elle gravissait l'échelle métallique pour atteindre le cockpit, elle sentit un instant le poids de ses 58 ans peser sur ses épaules. Mais ce poids se transforma aussitôt en force. 4 décennies d'expérience, de mission, de cicatrices. Tout la menait à ce moment précis. Elle s'installa dans le siège éjectable, referma la verrière. Les écrans s'allumèrent les uns après les autres, baignant son visage d'une lueur verte et bleutée. Les turbines commencèrent à rugir, d'abord doucement, puis avec une intensité croissante qui fit vibrer le sol. « Doyle, » souffla Jacobs dans son micro de maintenance, « vous savez que si vous faites ça, il n'y aura pas de retour en arrière. » Karen esquissa un sourire presque imperceptible. « Tom, je n'ai jamais su reculer. » Elle activa la radio de bord. Les fréquences saturées grésillaient encore des cris et des ordres contradictoires. Elle coupa le son. Elle n'avait pas besoin d'eux pour savoir ce qu'elle devait faire. La tour de contrôle, alertée par le rugissement des turbines, s'empressa de réagir. « Appareil du hangar 7, identifiez-vous immédiatement. Vous n'êtes pas autorisé à rouler vers la piste. » Karen ne répondit pas. Ses mains sûres poussèrent les manettes et l'avion se mit en mouvement. Les roues crissèrent sur le béton, s'alignant dans l'axe de décollage. « Hangar 7, répétons, stoppez immédiatement votre appareil. Ordre formel. » Les voix résonnaient dans son casque, de plus en plus pressantes, mais elle resta muette. Les turbines atteignirent leur puissance maximale, un hurlement métallique qui recouvrit tout le reste. À cet instant, le choix était fait. Elle abaissa la manette des gaz à fond. L'avion bondit en avant, accélérant sur la piste comme une flèche libérée. Les vibrations secouaient son corps, mais son esprit était d'une clarté absolue. Elle sentait chaque souffle du vent, chaque variation dans la poussée. Le sol disparut sous elle. Le ciel du Nevada, encore rougi par les flammes des hangars en feu, s'ouvrit devant ses yeux. La vieille pilote venait de briser ses chaînes. Le F-16 bondit dans le ciel comme une lame surgissant de son fourreau. Les réacteurs rugissaient derrière elle et le désert s'éloignait à une vitesse vertigineuse. Karen Doyle sentit la poussée la plaquer contre son siège. Cette force qu'elle connaissait par cœur. Cette étreinte brutale qui écrasait la poitrine et exigeait du corps qu'il tienne bon. À 58 ans, beaucoup auraient douté de sa résistance. Mais ses muscles, son souffle et son esprit formaient une alliance forgée par 4 décennies de discipline. Elle encaissa l'accélération sans faillir, comme si les années n'avaient jamais passé. La radio grésillait de voix affolées. Les pilotes, déjà en l'air, n'avaient pas reconnu sa signature. Certains s'étonnaient. « Contrôle. Un appareil non identifié grimpe depuis la piste principale. »« Qui est-ce » ? Répondez immédiatement. Karen garda le silence. Elle avait appris depuis longtemps que le ciel ne pardonnait pas l'hésitation. Les ordres
Et les explications pouvaient attendre. L'urgence, ce n'était pas les protocoles, mais les vies suspendues à ses décisions. En quelques minutes, elle atteignit la zone de chaos. Devant elle s'étendait un paysage cauchemardesque. Panache de fumée s'élevant des collines, incendies ravageant des hangars, silhouettes métalliques d'appareils endommagés qui tentèrent de regagner la base. Les fréquences saturées résonnèrent de cris et de demandes désespérées. « Ici Octroi, je perds du carburant, je vais devoir m'éjecter. » Falcon 5 en vrille, plus de contrôle. Karen bascula aussitôt en mode combat. Ses mains, fermes sur le manche et les manettes de gaz, ne tremblèrent pas. Elle fit plonger son appareil vers une vallée où 2 jeunes pilotes tournaient en cercle désordonné, incapables de stabiliser leur formation. Son entrée dans la zone fut comme une gifle. Elle coupa net les trajectoires chaotiques, imposant par sa présence une ligne claire. « Écartez-vous !» ordonna-t-elle d'une voix glaciale. Sa voix, revenue sur les ondes pour la première fois, figea un instant les communications. Certains reconnurent immédiatement ce ton autoritaire, celui d'une vétérane qui n'admettait aucune contestation. « Lieutenant-colonel Doyle ? C'est impossible, vous n'avez pas l'autorisation de voler !» cria quelqu'un depuis la salle de commandement. « Les autorisations ne sauveront personne !» répliqua-t-elle sèchement. « Les manœuvres ? Oui, maintenant, suivez-moi !» Sans attendre de réponse, elle plongea dans la vallée enfumée, frôlant les parois rocheuses à quelques mètres par coucou à peine. Son F-16 vibrait sous la pression, mais chaque ajustement de ses mains donnait à l'appareil la souplesse d'un faucon en chasse. Derrière elle, les 2 jeunes, d'abord hésitants, imitèrent sa trajectoire. Elle guida leur vol jusqu'à une zone dégagée où ils purent stabiliser leurs appareils. Puis, reprenant de l'altitude, elle fonça vers un escadron bloqué par des tirs simulés de missiles solaires. Les jeunes pilotes tentaient des manœuvres d'évitement maladroites, perdant un carburant précieux. Karen, d'un coup d'œil, analysa la situation. « Ignorez les leurs, coupés par l'est !» cria-t-elle. Elle plongea la première, brisant la logique des manuels, passant sous la zone de tir au lieu de l'éviter. Ses ailes frôlaient presque le relief, mais elle connaissait chaque vibration, chaque courant d'air. Les missiles simulés perdirent aussitôt leur verrouillage. Les jeunes, surpris mais confiants, la suivirent. L'un d'eux laissa échapper un souffle admiratif dans son micro. « Comment vous avez fait ça ?»« 40 ans d'entraînement, lieutenant, » répondit-elle simplement. À mesure que les minutes passaient, elle enchaînait les interventions. Elle couvrait les évacuations des blessés au sol en volant si bas que les flammes semblaient lécher son fuselage. Elle escortait un appareil en perdition jusqu'à une zone sûre, lui parlant avec calme, guidant chaque mouvement comme on guide un élève à son premier vol. Elle verrouillait les positions, reprenait le contrôle du ciel, rétablissait l'ordre par sa seule maîtrise. Chaque manœuvre était une démonstration éclatante. La prétendue faiblesse de son âge devenait une force. Ses réflexes n'étaient pas ceux d'une jeunesse nerveuse, mais ceux d'une mémoire musculaire infaillible, d'une expérience où chaque seconde compte. Là où les autres s'affolaient, elle voyait les solutions. Là où ils hésitaient, elle décidait. Dans la salle de commandement, Reynolds fulminait. Sa voix claquait dans les micros. « Doyle, coupez vos moteurs et revenez immédiatement à la base. Vous êtes en violation directe des ordres. » Mais personne ne l'écoutait. Les jeunes pilotes, eux, ne parlaient plus que d'elle. « Doyle m'a sorti du secteur 12. C'est elle qui a dégagé la vallée. Elle nous guide tous. » La hiérarchie était en train de basculer, non par décret, mais par nécessité. Les vies sauvées parlaient d'elles-mêmes. Karen, elle, ne cherchait ni reconnaissance ni défi. Chaque fibre de son être était tendue vers un seul but, protéger, stabiliser, ramener les siens vivants. Elle se souvenait de chaque camarade perdu au fil des années, et elle refusait que ce jour s'ajoute à la liste. Quand enfin elle remonta en altitude, le soleil franchissait l'horizon. Ses rayons rouges illuminaient le cockpit, baignaient ses traits marqués de rides profondes. Son regard, fixé sur l'infini, brillait d'une intensité qu'aucune jeunesse ne pouvait imiter. Dans ce ciel ravagé par le feu et la fumée, une vérité éclatait au grand jour. La vieille que l'on avait jugée inutile venait, seule, de sauver un escadron entier. Et pourtant, Karen savait que la bataille n'était pas terminée, car après le ciel, il lui faudrait affronter un autre combat, plus sournois, celui qui se jouait au sol, contre l'orgueil des hommes qui avaient juré de la tenir à l'écart. Le silence qui suivit la dernière manœuvre fut presque irréel.
Après des heures de chaos, de flammes et de cris, le ciel du Nevada retrouva une clarté troublante. Les panaches de fumée montaient encore, au loin, mais les ondes radio s'étaient apaisées. Les jeunes pilotes, épuisés, rejoignaient la base un à un. Les blessés étaient enfin évacués. Les hangars carbonisés n'étaient plus que des squelettes fumants, mais la catastrophe avait été contenue. Au centre de ce miracle se trouvait un appareil, le F-16 de Karen Doyle. Son fuselage portait les marques de la chaleur et de la poussière, mais il tenait encore fièrement dans le ciel. Lorsqu'elle ramena l'avion vers la piste principale, un silence pesant envahit la tour de contrôle. Les officiers, qui quelques heures plus tôt l'avaient traitée de relique encombrante, la regardèrent maintenant comme une apparition. La voix de la tour résonna, hésitante, à « Appareil du hangar 7, autorisation d'atterrir ». Karen guida son avion avec une précision chirurgicale. Le train d'atterrissage toucha le béton dans une douceur maîtrisée, contrastant avec la brutalité du chaos qu'elle venait de traverser. L'appareil ralentit, glissa sur la piste, s'immobilisa enfin. Un souffle parcourut les rangs de ceux qui observaient depuis le tarmac. Elle coupa les turbines. Le rugissement des réacteurs s'éteignit, laissant place à un silence assourdissant. La verrière se souleva et Karen ôta son casque. Ses cheveux gris, collés de sueur, brillaient sous la lumière du matin. Elle descendit de l'échelle métallique avec la même démarche assurée que 30 ans plus tôt, quand elle revenait de mission en territoire ennemi. Autour d'elle, personne n'osait parler. Les jeunes pilotes qu'elle avait guidés baissèrent les yeux, certains avec honte, d'autres avec admiration. Les mécaniciens s'étaient figés, les outils encore à la main. Même les officiers, rassemblés au bord du tarmac, semblaient incapables de briser ce moment suspendu. Seul le colonel Reynolds s'avança. Son visage était fermé, son autorité vacillante. Il ouvrit la bouche, prêt à prononcer une remontrance, mais aucun mot ne vint, car derrière lui, une silhouette imposante venait de franchir la ligne des véhicules militaires. La générale Samantha O'Connor, envoyée spécialement pour superviser Iron Dawn. La générale s'arrêta à quelques pas de Karen. Ses yeux sombres, durs comme l'acier, se posèrent tour à tour sur Reynolds, puis sur la pilote encore couverte de poussière et de sueur. Le contraste était saisissant. D'un côté, l'homme crispé sur ses règlements, de l'autre, la femme qu'on avait jugée trop vieille et qui venait de sauver toute une base. « Colonel Reynolds », dit-elle d'une voix claire, « j'ai suivi en direct chaque manœuvre de cet appareil. Sans l'intervention de la lieutenant-colonel Doyle, nous compterions aujourd'hui plusieurs dizaines de morts supplémentaires. Expliquez-moi donc pourquoi elle n'était pas prévue dans vos effectifs. » Reynolds pâlit. Ses lèvres remuèrent, mais rien de cohérent ne sortit. La salle de commandement, où tout avait été enregistré, détenait les preuves, ses refus répétés, ses ordres absurdes, son obstination aveugle. La générale ne lui laissa pas le temps de bredouiller. Elle se tourna vers Karen. « Lieutenant-colonel Doyle, vous avez accompli ce jour ce que peu de pilotes auraient pu réaliser, quel que soit leur âge. Vous avez prouvé que l'expérience n'est pas une faiblesse, mais une arme décisive. » Un murmure parcourut les rangs. Certains pilotes, rouges de honte, hochèrent la tête. D'autres laissèrent y paraître un respect sincère, presque admiratif. Karen resta droite, le regard fixé sur l'horizon. Elle ne cherchait pas les compliments. Elle n'attendait ni médaille, ni discours. Ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait pour sauver des vies, non pour se venger d'une hiérarchie aveugle. Pourtant, dans le silence lourd qui suivit les paroles de la générale, elle sentit une brèche s'ouvrir. Car ce jour-là, devant témoins, le récit changeait. Elle n'était plus la vieille que l'on tenait à l'écart. Elle était celle qui, malgré les années, malgré les doutes, avait tenu le ciel quand tout s'écroulait. La générale conclut, sa voix résonnant comme un verdict. « Le respect que vous méritez ne vous sera plus refusé, pas tant que je serai aux commandes. » Elle fit volte-face, laissant Reynolds seul face à son humiliation. Les officiers juniors évitèrent son regard. Les jeunes pilotes s'approchèrent timidement de Karen, certains pour la remercier, d'autres simplement pour lui serrer la main. Dans leurs yeux brillait quelque chose de nouveau. Non plus la moquerie ou le mépris, mais la reconnaissance. Karen, intérieurement, ne ressentit ni triomphe ni revanche. Elle éprouvait seulement une profonde sérénité. Elle avait prouvé, une fois encore, que l'âge n'était pas une barrière, mais une force, que ses rides,
loin de marquer une fin, était le témoignage de toutes les batailles gagnées. Alors qu'elle quittait la piste, le soleil du Nevada s'élevait haut dans le ciel. Le désert, baigné de lumière, effaçait peu à peu les ombres de la nuit et de l'incendie. Et dans ce ciel clair, Karen Doyle savait qu'elle n'était pas finie. Elle était encore, et pour longtemps, une pilote,